À la une, les catholiques ont mené aujourd'hui le traditionnel chemin de croix du Vendredi Saint. 3 parcours ont été suivis. Près de 500 personnes ont gravi le mont Bourda à Cayenne ce matin pendant plus d'une heure pour commémorer le calvaire du Christ. Dans votre série Made in Guyane ce soir, projecteur sur une entreprise de sérigraphie pour particuliers professionnels également basée à Remire-Montjoly. Credo s'impose dans son secteur depuis 4 ans. Découverte de la jeune structure guyanaise dans quelques instants. Et puis, c'est une des saveurs incontournables des fêtes de Pâques, le chocolat, un parfum qu'un restaurateur martiniquais a décidé de mettre à toutes les sauces, de l'entrée jusqu'au dessert. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche info. Nous vous l'annoncions hier, le préfet de région indique que des contrôles seront effectués de façon permanente et aléatoire dans et aux abords de l'aéroport Félix-Éboué. Ainsi, toute personne s'y rendant doit obligatoirement être munie de ses papiers d'identité. On écoute les réactions captées sur place. Les mesures qui sont prises, elles sont simples, c'est augmenter le nombre de contrôles à l'intérieur de chaque aéroport, à la fois dans le hall, donc prenons l'exemple de Félix-Éboué, c'est ce qui nous concerne le plus, le hall principal qui fera l'objet de contrôles aléatoires d'identité, de fouilles pendant les arrivées et les départs, et y compris quand il n'y a pas d'arrivée de départ, le parking et tous les abords immédiats de l'aéroport, et également les routes qui mènent à l'aéroport. Et enfin, sur les 3 points stratégiques, qui sont l'enregistrement des bagages, l'enregistrement des passagers et l'arrivée aussi des passagers. Là, on aura 100% de contrôle sur ces 3 phases-là. L'idée, c'est de contrôler un maximum de monde pour vérifier si toutes les personnes qui sont présentes dans l'aéroport sont là justement uniquement pour prendre l'avion. On va également hausser le niveau de contrôle sur les grands rassemblements, ce qu'on appelle les grands rassemblements. On en a 2 bientôt là, qui vont arriver donc samedi et mardi prochain. Samedi avec le concert de Maître Gims, où donc on a fait une réunion avec l'organisateur pour augmenter le nombre de contrôles, la fouille des personnes, pour faire en sorte de sécuriser à la fois les temps d'attente et les personnes qui vont rentrer au prog. Et la même chose pour le match des Yanadoko, mardi, où pareil, les fouilles seront présentes, on va avoir un nombre de contrôles assez important, et l'objectif c'est faire en sorte de protéger la population pour que la fête soit belle. La nouvelle est tombée en début d'après-midi. La fondatrice de l'association Amapo, sœur Jeanne, est décédée aujourd'hui. Elle avait pris sa retraite en 2014 après de nombreuses années d'action et de soutien scolaire gratuit auprès des enfants du quartier du village chinois à Cayenne. Elle avait d'ailleurs été décorée de la Légion d'honneur en 2007. On écoute les réactions des habitants sur place. Ça fait des années qu'elle s'implique pour l'éducation des enfants et bon, apprenant son décès, c'est sûr que ça nous touche et on reste orphelin par rapport à ses actions. Elle nous aidait à travailler, à faire nos devoirs et à apprendre à lire ce qu'on ne savait pas. On parlait avec elle, elle nous aidait, en fait elle est sortie avec elle. Moi, sœur Jeanne, elle est très sympa, elle aide beaucoup les gens. Elle m'a surtout aidé au niveau de l'école quand j'avais mes devoirs et autres à faire. Même mes petites sœurs maintenant, mes petites sœurs y vont, mais ça fait un moment qu'elle n'était pas là, on se demandait pourquoi. Ici, on la voyait tout le temps, les gens parlaient d'elle et chez sœur Jeanne, les gens l'appréciaient parce qu'elle travaillait, parce qu'elle aidait les enfants, les élèves. Et sœur Jeanne aidait beaucoup les pauvres qui n'avaient pas de maison, ni de linge, ni à manger. Elle les donnait et elle nous offre beaucoup de cadeaux pour Noël. Les catholiques de Guyane ont entamé leur week-end pascal aujourd'hui avec le traditionnel chemin de croix en ce vendredi saint. 3 parcours, je vous le disais, ont été réalisés dans la journée. Ce matin, aux alentours de 10 h, près de 500 personnes ont gravi le mont Bourda pendant plus d'1 heure afin de commémorer le calvaire du Christ mis à pierre. Le soir de votre fête, nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme si éclatant de l'amour de notre Dieu. Portés par la foi, en famille, avec les amis, les collègues, voire tout seul, les catholiques empruntent le chemin du calvaire au mont Bourda de Cayenne pour commémorer la passion du Christ. C'est un jour important pour les catholiques, pour les chrétiens, de se remémorer ce que Dieu a
a connu, a vécu pour nous sauver. Depuis petit, je crois, j'ai toujours suivi la religion catholique et on nous demande de faire le chemin de croix, de suivre la passion du Christ. J'essaie de suivre la passion du Christ en ce moment. Tout le monde le fait, moi je le fais aussi. Mais quand j'arrive moi-même, je n'attends pas les groupes de prière, je monte directement là-haut. Et lorsqu'on fait ce trajet-là, c'est un sacrifice. Oui, je montais là, je suis essoufflé. Quand on arrive là-haut, on fait ses prières, bon, on demande des grâces, tout, et puis ça y est, et puis on s'assied un peu, on se repose, puis on redescend. Une procession de prière pendant laquelle, au fil de 14 stations, sont médités les derniers moments de la vie de Jésus, entre sa condamnation à la mort par crucifixion et sa mise au tombeau. Oui, c'est ce que nous venons de vivre ici. C'est simplement un appel du Christ pour que nous puissions être plus fraternels, plus justes avec nos frères et sœurs dans le monde. Et donc, ce que nous venons de vivre ici, nous devons les traduire dans notre vie de tous les jours. Que Dieu nous protège, tout marche bien avec la famille et de courage. Je prie pour tout le monde, pour les parents, la famille, les inconnus, les malheureux et les malades, etc. Ce vendredi est un temps clé de la Semaine Sainte. Par leur prière, les fidèles accompagnent le Christ dans ses dernières souffrances avant la mort. On poursuit avec un autre moment religieux symbolique. Hier après-midi au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe, l'évêque de l'archipel a rendu visite aux prisonniers. Une rencontre que nous retrace Loïs Ignace. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Un moment pour se remémorer la passion, la souffrance, la mort et la résurrection du Christ. Pour cette occasion, une salle du centre pénitentiaire s'est transformée le temps d'une après-midi en lieu de culte. Monseigneur Réaucreux visite les prisonniers 2 fois par an, à Noël et pour le Jeudi Saint. Veille de la mort du Christ, il était naturel pour l'évêque de laver les pieds de 12 prisonniers. Un geste fort, rempli d'humilité pour ce détenu. On est toujours enfant de Dieu et quel que soit le péché qu'on a commis, on peut toujours se reprendre, se repentir et on peut toujours pardonner. Donc ça, c'est un moment très fort aujourd'hui de se faire laver les pieds. Georges Frémont fait partie de l'équipe de bénévoles qui visite chaque semaine les prisonniers. Et pour lui, en tant que chrétien, tout homme peut être pardonné. Ils sont toujours des frères, ils restent des frères. Ils ont commis des fautes et la société a tout à fait raison de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes, mais ils restent des frères. Et en tant que frères, ils font encore partie de la communauté chrétienne. Même derrière les barreaux, ce sont des frères. Monseigneur Réaucreux a célébré une messe en mémoire du Seigneur et tout comme Christ lava les pieds des apôtres, pour la première fois, l'évêque fit de même pour les détenus. Pour le Jeudi Saint, ce serait un beau signe pour ceux qui sont ici et que je retrouve d'ailleurs, pour prier avec eux et faire un geste très fort, celui du lavement des pieds, qui nous rappelle que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et qui est donc le signe de ce service que tout chrétien doit accomplir. Et l'évêque, qui est là au nom du Christ, vient faire le geste même du Christ en lavant les pieds de ses détenus. Dans cette violence qui agite le monde, l'évêque a également prié pour toutes les victimes des attentats de Bruxelles. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Jean-Marc Mormec est le nouveau délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. L'information avait circulé lors du dernier dîner du CREFORM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer. C'est désormais officiel. L'ancien boxeur guadeloupéen se prépare à assumer cette nouvelle fonction. On l'écoute au micro d'Éric Dupuis. Déjà avant tout, je voudrais remercier le Premier ministre déjà qui m'a nommé et tous ces gens qui ont contribué. Donc là, je remercie aussi Sciences Po qui m'a invité à venir à leur rendre visite et après je vais leur dire quelques mots, un peu leur réitérer qu'on va continuer à les suivre comme mes prédécesseurs l'ont fait et que voilà, la délégation sera toujours là avec eux pour leurs actions et on va suivre avec nos moyens, mais en tout cas on va les suivre, on ne les lâchera pas. Ce n'est pas un poste politique, c'est un poste plus
on va dire social, mais oui, presque ça, parce qu'on va dire, on est en train d'aider, c'est pour aider en fin de compte les autres mères. Donc le fait que je sois un jeune d'être-mère qui ait grandi en fin de compte en métropole, donc je pense que c'est le fait qu'on me présente le poste, qu'on m'a présenté le poste, donc je pense que je l'ai pris parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ils attendaient de nombreux participants. Au final, une quarantaine de personnes ont fait le déplacement. L'association Trop Violence avait organisé un grand meeting hier soir sur la place des Palmistes pour débattre sur les manques de moyens pour la santé en Guyane. On écoute à ce propos le président de l'association au micro de Xavier Paul Lepeletier. C'est un meeting pour informer la population sur la situation catastrophique que subissent aujourd'hui les usagers et toutes les problématiques que relèvent des établissements hospitaliers. Ceci n'est pas un échec, bien au contraire, je crois, comme je le dis toujours, au soulèvement de la population et bien sûr la population est toujours à nos côtés, donc la raison pour laquelle nous avons voulu organiser ce meeting. Restez avec nous dans quelques instants. Votre série Made in Guyane avec ce soir une présentation d'une entreprise de sérigraphie basée à Remire-Montjoly. Et puis nous plongerons dans un univers différent avec le festival Kouté-Poutandé. Une rencontre s'est tenue entre un conteur et les enfants du quartier Arc-en-Ciel. Reportage à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, je rejoins notre invitée ce soir, Marie-Sandrine Bacoul, réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez participé à la 7e édition du festival Prix de court. Oui. Et parmi donc, ces 19 courts-métrages en lice dans la compétition, un film s'est illustré, c'est le vôtre. C'était d'ailleurs le seul représentant la Guyane, oui, qui vous a d'ailleurs valu le prix spécial du jury. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente la récompense de beaucoup de travail fait, parce que ce film, voilà, je l'ai expliqué, je l'ai réalisé avec mes moyens, je n'ai pas eu de grandes aides pour le faire. C'était assez speed et vraiment, voilà, je ne m'y attendais pas. Il y avait beaucoup de bons films pour cette sélection et ça a vraiment été une grande surprise pour moi de recevoir ce prix qui, j'espère, sera un véritable tremplin pour ma jeune carrière de réalisatrice. Justement, c'est quelque chose qui peut booster votre carrière, qui peut vous faire signer des contrats dans pas longtemps. Peut-être que vous êtes déjà en train de préparer la suite des événements. Mais justement, je travaille déjà sur mon prochain film qui sera cette fois-ci un documentaire. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas de société de production, c'est compliqué d'avoir des moyens. C'est pour ça que ce film-là, je vais le réaliser via le financement participatif. Donc je profite vraiment que vous m'invitez pour lancer un appel à tout le monde. J'espère que les gens suivront et pourront m'aider en tout cas à acquérir ce matériel pour réaliser ce documentaire qui traitera du retour aux cheveux naturels des femmes noires. Donc je vais réaliser, j'espère, en tout cas en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et même en Haïti. Donc voilà. Un grand projet cette fois. Voilà, ce sera pas aussi, on va dire, rapide, entre guillemets, on va y revenir dans quelques instants. Donc c'est vraiment un projet, voilà, je vais essayer de démarcher les entreprises pour essayer d'être sponsorisées, les particuliers qui pourront m'aider via la plateforme Lobby You, qui pourront me faire des dons s'ils ont envie pour voir naître ce projet. On espère en tout cas bien sûr le succès pour ce projet, mais revenons d'abord sur le film 2030 qui vous a valu ce prix. C'est donc votre 3e court-métrage et puis vous l'avez tourné finalement en un mois seulement à Paris avec très peu de moyens. On parle d'entre 2 000 et 3 000 euros. Comment ça s'est déroulé? 2 000 euros, oui. Au fait, entre le moment où on écrit et le moment où on relève la tête, des fois il se passe un an et tout concours, il y a une date où il faut qu'on remette le projet. Donc moi je voulais le tourner à Paris. Ça a été, c'est vrai que c'était très intense. J'ai dû faire appel à tous les Guyanais qui vivent à Paris et je les remercie parce qu'ils ont répondu oui à mon appel. Les Martiniquais et les Guadeloupéens, vu que je mélange un petit peu les différents... La communauté finalement des DOM. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai fait le travail d'un chargé de production, d'un chargé de casting, d'une réalisatrice et même d'une monteuse, vu que c'est moi qui l'ai monté. Mais j'ai quand même eu l'aide aussi des techniciens guyanais qui vivent à Paris, comme Carl Lerus qui m'a aidé pour l'étalonnage. Donc non, c'était intense, mais ça a été très formateur et je pense que voilà, pour la suite, ça m'aidera beaucoup. Revenons un peu sur l'histoire de ce film qui a séduit le jury. Alors on raconte une France sur le point de voter une loi interdisant à toute personne noire de vivre dans l'Hexagone. Pourquoi cette idée? Ça vient d'où? Au fait, c'est le débat sur l'identité nationale qui m'a inspiré ce film. Ça remonte, c'était entre 2009 et 2012.
Et je me suis dit, quitte à entendre des propos des fois extrêmes, autant faire aussi un film extrême et pousser et mettre à l'image peut-être l'imagination de certaines personnes, qu'on soit blanc ou noir. C'est vrai que des fois la couleur de peau nous pousse à croire que ça serait mieux que les noirs soient chez les noirs et les blancs chez les blancs. C'est vraiment un film, on va dire, avec un scénario absurde, j'espère qu'il ne sera jamais mis en application, mais c'était une manière de montrer aux gens que c'est pas si facile. Voilà, au-delà de la couleur de peau, il y a son histoire, l'histoire qu'on vit avec un pays, la manière dont on a intégré, qu'on a été intégré, sa famille, ses amis, voilà. Ça montre bien que finalement, même pour le Guyanais qui regarde ce film, c'est aussi un pont vers, on va dire, l'Hexagone et les personnes différentes. Bien sûr, et puis aussi rappeler qu'il y a aussi tous ces métropolitains qui vivent dans les départements d'outre-mer et qui aiment profondément ces départements. Et que c'est finalement la même histoire que vous racontez. Bien sûr, c'est la même histoire. Alors revenons sur vous, Marie-Sandrine Bakou. Vous êtes une jeune réalisatrice aux multiples talents. On a découvert que vous aviez même plein d'autres compétences. Vous faites du montage vidéo depuis environ 3 ans avec la réalisation, mais quand même, pendant 10 ans, vous étiez connue sous le nom de MS, la déesse. Vous chantiez en fait. Oui, voilà. C'est vrai que depuis mes 14 ans, j'ai été plongée dans ce milieu du rap. J'ai eu cette chance de lancer ma carrière en Guyane. C'est vrai que les Guyanais m'ont vu grandir sur scène. Et j'ai sorti 2 albums. Et voilà, à partir d'un certain âge, je me suis dit que 3 minutes d'une chanson, ça ne me suffisait plus pour écrire des histoires. Et donc peut-être passer au format plus long. Voilà, finalement, c'est ça, c'est l'envie de raconter des choses en fait. De raconter des choses, ouais. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Sandrine Bakoul. Je spécifie à tout le monde, comme le film a beaucoup été plébiscité et que beaucoup de personnes n'ont pas pu se déplacer, je suis en train de m'organiser pour faire une projection exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux via la page 2030, le court-métrage, pour avoir toutes les informations et ne pas rater cette dernière projection. Le message est passé. On suivra également votre appel aux dons pour sur la plateforme Lobby-You. La plateforme Lobby-You, votre projet sur un documentaire sur le phénomène Napi. Qui s'appellera Chivé Soleil. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup, Marie-Sandrine Bakoul. Merci à vous. On poursuit avec donc la 9e édition du Festival du Conte, lancé ce mardi, avec pour thème la couleur des mots. Ce matin, un conteur belgo-japonais, Pascal Mitsuru-Guérand, est allé à la rencontre des enfants du quartier Arc-en-Ciel à Remire-Montjoly, où il présentait un univers d'un Japon ancestral tout en poésie zen devant une audience pendue à ses lèvres. Voici reportage découverte avec Mario Kleber. Une mélodie japonaise résonne dans la maison de quartier de la cité Arc-en-Ciel. Un conteur venu de Belgique initie les enfants au conte du pays du soleil levant. Une initiative de la compagnie Zuku Nyang dans le cadre de son festival Kouté Poutandé pour l'éveil culturel et artistique des enfants. Les enfants d'ici adorent les histoires comme tous les enfants partout et ils se plaisent à justement découvrir de nouveaux univers avec la parole de chaque conteur qui a son univers, son origine culturelle, son style. Donc voilà, c'est un spectacle vivant, interactif et les enfants ils apprécient beaucoup. Ce matin, une quarantaine d'enfants assistent au spectacle. C'est la 5e année que la cité Arc-en-Ciel reçoit ce festival pour le plus grand plaisir des résidents. Le coquillage, et puis après, il traverse l'eau. Les enfants de ce quartier, ils ont le privilège d'accueillir aussi ce spectacle. Ça, c'est très intéressant pour nous, les habitants du quartier, parce qu'on a un quartier quand même bien multiculturel. Voilà. Ça se voit que les enfants, ils ont un regard d'autres qui ne connaissent pas trop qu'est-ce que c'est le spectacle, qu'est-ce que c'est la présentation. Et c'est pour ça que moi, je suis content de voir et d'accueillir franchement ces actions dans les quartiers pour que nos enfants aussi, ils ont des connaissances pour voir qu'est-ce que c'est les contes. Chaque spectacle est une rencontre entre le conteur et son public. Il partage avec eux des contes japonais que lui racontait sa propre mère. Ces histoires courtes venues d'ailleurs ont traversé les époques et véhiculent des valeurs universelles. Une mouche, non. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut prendre de ces histoires-là. Alors, ce n'est pas question de donner des leçons, mais simplement de sensibiliser des enfants ou des jeunes à certaines notions que je trouve, moi, fondamentales, comme le respect de l'autre, comme la solidarité, comme le partage, comme l'ouverture à l'autre aussi. Surtout au regard des événements de tous les côtés, où on voit qu'on est de plus en plus dans la violence et dans le rejet de l'autre. Il est essentiel de revenir, pour moi, à des valeurs d'ouverture à l'autre, donc de solidarité et de partage.
Le festival se poursuit jusqu'au 3 avril prochain. Au programme, des balades contées, des apéros contes et des animations de quartier. Une invitation à voyager par les mots. C'est un atelier de sérigraphie 100% guyanais. L'entreprise Credo, spécialisée dans la personnalisation d'objets, fait ses preuves depuis 4 ans maintenant, avec ses 18 employés et ses multiples techniques UV, laser, flocage ou encore broderie. Elle se fait une place dans l'économie guyanaise en répondant aussi aux demandes des particuliers, aussi bien aux demandes des particuliers que des organismes privés et publics. Son portrait signé Xavier Paul Lepelletier. Voitures, vêtements et gadgets, autant de produits que l'on adore et sur lesquels chacun rêve d'apposer sa marque. Grâce à la sérigraphie, la broderie ou encore aux impressions UV, pour cette équipe lauréate du réseau Entreprendre, les seules limites à la création graphique sont celles de l'imagination. Et avec l'ensemble des procédés de personnalisation exécutés sur place, c'est un service made in Guyane. On peut imprimer des banderoles, des adhésifs longue durée pour faire l'habillage des véhicules, des adhésifs aussi qui permettent de faire l'habillage des murs, donc de très haute qualité, qui ont une très très bonne mémoire, qu'on peut vraiment déformer, structurer. Là, on a une brodeuse 6 têtes, Sylvain, qui est notre sérigraphe, qui donc utilise un carrousel 6 couleurs. Credo, c'est une entreprise qui se développe. J'espère qu'on recevra encore beaucoup de clients. C'est un peu comme une start-up en fait. Exactement. C'est Alban, après des études en Angleterre, qui a l'idée d'entreprendre cette aventure. 5 ans et 18 employés plus tard, le succès de sa start-up ne se dément pas, notamment grâce à la vitrine de son Créastore. On est au Créastore, donc c'est un espace ouvert à tout le monde où on peut choisir un objet et on va le personnaliser sur place. On fait la création de nos studios et vous repartez avec votre objet, que ce soit un t-shirt, une mug ou un objet un peu plus design. Là, on a un designer qui a inventé cet objet. Donc c'est une petite tirelire, je suis au bureau, j'ai mes bonbons qui traînent, mes clés, j'ai pas envie que ça se voit trop, ou bien j'ouvre la tirelire, je mets à l'intérieur et hop, on ne la voit plus. Et Alban est loin d'être à court d'idées. On va vous proposer la création et la réalisation sur place, donc ça c'est une innovation bien sûr, mais au-delà de ça, aujourd'hui notre véritable exploration ce serait de créer nos propres modèles et de les réaliser en bois de Guyane avec des produits plus contemporains. Le bois de Guyane est un très très beau support avec une appellation d'origine Guyane française, avec un véritable potentiel. Et il y a des bois par exemple qui sont jetés, qu'on peut récupérer, valoriser. On est vraiment dans une démarche innovante et ça il faut le mettre en avant. Et demain je pense que ça pourrait nous proposer une fenêtre de tir pour l'exportation. En attendant de se faire exporter, donc, les coupes papier du jour se partent du logo de votre chaîne préférée. Je reprends mon logo ancien que j'avais vectorisé, que j'avais changé les couleurs. Et après, je déplace dans la zone que c'est de l'impression. Je dois configurer pour chaque essence la puissance et la vitesse du marquage. Ok, ça va. Je le m'apporte pour sécurité. Et Plus de délai interminable pour faire personnaliser vos objets. Désormais, à Rémire-Montjoly, les possibilités sont illimitées. Après le bouillon Wara, c'est une saveur incontournable des fêtes de Pâques, le chocolat, un parfum qu'un restaurateur martiniquais a décidé de mettre à toutes les sauces, de l'entrée jusqu'au dessert, un menu original que les clients ont savouré avec beaucoup de curiosité. Aline Courcy. De l'entrée au dessert en passant par le cocktail, ce soir, tout est à base de chocolat. Là, on a un cocktail tout chocolat, d'accord, avec punch et liqueur.
et servi avec une chantilly coco et gingembre. Depuis 1 an et demi, ce restaurant propose à chaque pleine lune une soirée à thème. Avec une carte entièrement remaniée à 55 € sans les vins, c'est un pari osé pour ce gérant un peu stressé. On va essayer de surprendre un peu les clients, leur faire manger du poisson avec du chocolat, il y aura des légumes au chocolat, il y aura le filet de bœuf au chocolat, même le foie gras. Donc on va découvrir des choses différentes et on espère sympathiques et que les clients vont apprécier. Le menu, c'est au chef qu'on le doit. Son expérience comme pâtissier dans l'Hexagone l'a inspiré pour élaborer ses nouvelles recettes. Il met en plus un point d'honneur à préserver la ligne de ses clients pour relever ce challenge. Moins de sucre, pas de sucre ajouté. On travaille beaucoup sans gluten aussi pour éviter tous ceux qui font des allergies, peu de cacahuètes. On est quand même une cuisine assez, on va dire, équilibrée. 19h30, les premiers clients arrivent et découvrent la carte avec impatience. Tout est à base de chocolat, de cacao, de cacao comme on dit chez nous aussi. Donc du velouté de chocolat au filet de bœuf, ça doit être surprenant à découvrir. Après les ravioles et le foie gras, le dos de loup, espuma chocolat et suprême d'orange. Première dégustation et premières impressions. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment parfait. Vraiment parfait. On trouvait bien les différentes saveurs entre la présence du chocolat et du sucré salé parfois avec du gingembre ou de l'orange et le chocolat qui était bien présenté. Puis le filet de bœuf sauce veloutée au chocolat. Le chocolat n'est pas trop prononcé, donc c'est très agréable. On n'est pas trop surpris par le goût et le mélange est très intéressant. Et pour finir, l'entremet chocolat passion, sorbet maison cacao et ses pépites. Très bien, c'est une découverte, super. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec le chocolat, sucré salé, sans que ce soit écœurant. Et ouais, le summum, c'est le dessert au chocolat. Le pari est réussi pour toute l'équipe du restaurant, avec un certain soulagement. Finalement, là, le service est sur la fin et ça se passe très très bien. Les clients sont très contents et moi aussi, je suis satisfait de la soirée. Prochaine soirée à thème encore inconnue prévue pour le 22 avril prochain. Il faudra réserver 2 semaines à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Nous vous parlions au début de ce journal du décès de Sœur Jeanne, fondatrice de l'association Lamapo à Cayenne. Elle avait d'ailleurs été décorée de la Légion d'honneur en 2007. Son combat est désormais mené par les bénévoles de l'association, notamment un de ses anciens élèves, Alex Polony, aujourd'hui président de l'association. Nous écoutons justement sa réaction. Je me souviendrai toujours d'une phrase qu'elle nous a répétée, du coup c'est resté dans ma mémoire. C'est qu'un homme n'est libre que par le savoir. Donc elle a toujours mis un accent vraiment pointu sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur la lecture, pour avoir du vocabulaire, pour avoir des tournures de phrases, etc. etc. Donc voilà, tout son travail était principalement axé sur l'éducation. Il n'y avait pas que ça, mais c'était vraiment son cheval de bataille. Oui, c'est sûr que pour nous, c'était la récompense. Donc voilà, c'est toutes ces petites astuces-là que Sœur Jeanne avait compris très tôt. Pour intéresser un gamin, il y avait la carotte au bout. La carotte, pour nous, c'était le goûter. Donc on prenait plaisir à venir faire les devoirs. Au début, c'était pour le goûter. Et puis au fur et à mesure, on a compris que voilà, lire, c'est bien. Lire, ça nous apprend des choses. Lire, ça nous permet de grandir. Et voilà, c'est venu comme ça au fur et à mesure. Et ouais, sur la fin, on se faisait un plaisir de ne pas rater les après-midi après l'école. Ouais. L'image que je garderai d'elle, c'est quelqu'un d'engagé, de dévoué. Je me souviendrai toujours de Sœur Jeanne dans le coin de la rue avec son sifflet qui nous appelle pour qu'on vienne bosser. Voilà, c'est du partage, tout est fait pour qu'on apprenne, pour qu'on réussisse, pour qu'on soit des personnes responsables demain. C'était vraiment sa vie, quoi. Et pendant 35 ans, pendant plus de 35 ans, tous les jours, elle a travaillé pour ça, quoi. Grâce à Lamapo, beaucoup de jeunes sont sortis diplômés, beaucoup de jeunes se sont engagés en politique. Voilà, peu importe le chemin que les jeunes ont pris, allez, 90% des jeunes qui ont fréquenté les bancs de Lamapo aujourd'hui ont une situation stable. Mais le travail n'est pas fini. Je pense que le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à Sœur Jeanne, c'est de veiller, c'est de travailler encore plus dur pour que cette œuvre-là perdure dans le temps. C'est la fin de ce journal local. Tout de suite, l'information continue avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.